Mes parents riches ont organisé un voyage en Europe, sans inviter ma femme. Mes parents, qui ont toujours roulé sur l'or grâce à leur chaîne de restaurants, ont refusé d'inviter ma femme, serveuse, à notre voyage familial en Toscane après 3 ans de mariage, uniquement parce qu'elle a grandi dans un parc de caravanes. Quand je les ai affrontés, ils sont carrément allés jusqu'à faire intervenir la police pour qu'on trouve de la cocaïne chez nous, puis ils ont monté toute une machination pour nous détruire, cédant de leur relation du club de golf, jusqu'à ce que le jardinier qu'ils avaient payé pour planquer la drogue se retourne contre eux et témoigne. Résultat, ils ont tout perdu. On a toujours eu la réputation d'être une famille soudée et très aisée, avec des restaurants chics dans 3 États, dont ma grand-mère avait lancé la toute première adresse dans les années 70. Petit, je passais mes étés dans notre maison aux Hamptons et mes hivers à skier à Aspen. Mais depuis que j'ai épousé Sarah, tout a changé. Mes parents sont devenus froids, distants. Ils cherchaient tous les prétextes pour qu'elle ne soit pas invitée au repas de famille. Au début, j'ai cru qu'il leur fallait juste un peu de temps pour l'accepter. Le mois dernier, ma mère a annoncé qu'elle avait loué une villa en Toscane pour la famille entière. 3 semaines, tout compris, départ en août. Le groupe WhatsApp familial s'est emballé, tout le monde ne parlait que de dégustation de vin et de cours de cuisine. Quand j'ai appelé ma mère pour la remercier et savoir dans quelle chambre Sarah et moi serions, elle a marqué un long silence avant de lâcher « Oh mon chéri, je n'ai réservé que pour la famille proche. Tu sais comment sont ces vieilles villas italiennes. » Je suis resté sans voix. « Maman, Sarah est ma femme, elle fait partie de la famille proche. » Elle s'est lancée dans des explications bancales sur la taille de la villa, sur le fait qu'il n'y avait pas de place, mais ça ne tenait pas debout. La copine de Jake, mon frère, qu'il fréquente depuis à peine 4 mois, était invitée, alors que ma femme, avec qui je suis marié depuis 3 ans, ne l'était pas. C'est là que j'ai perdu patience. J'ai dit à ma mère que je ne viendrais pas si Sarah n'y était pas non plus. Elle s'est offusquée, m'accusant d'en faire des tonnes pour un simple malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu, c'était devenu la norme. Sarah n'était pas invitée aux fiançailles de ma cousine, parce que c'était soi-disant intime. Elle avait été écartée de notre gala caritatif annuel, sous prétexte que ma mère avait oublié de la mettre sur la liste. Même pour les 90 ans de mon grand-père, on lui a dit que c'était réservé aux liens du sang. J'étais hors de moi. Sarah avait tout essayé pour s'intégrer. Elle avait même appris à jouer au tennis pour accompagner ma mère au club, s'était mise au vin juste pour pouvoir discuter avec mon père et pris des cours de savoir-vivre à ses frais. Mais rien n'y faisait. Ils la traitaient toujours comme si elle n'existait pas. J'ai fini par dire à mes parents que c'était terminé, qu'on ne jouerait plus à ce petit jeu. Si Sarah n'était pas la bienvenue, je ne l'étais pas non plus. On a réservé un road trip dans les parcs nationaux à la place. Et là, tout a explosé. Mon père m'a appelé furieux, hurlant que je choisissais cette femme au détriment de ma propre famille. Ma mère m'a pondu de longs messages où elle m'accusait de lui briser le cœur pour quelqu'un que tu connais à peine depuis quelques années. La vérité a fini par sortir lors d'un dîner où ma sœur Emma, un peu éméchée, m'a appelé en pleurant. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se sentait coupable. « Mais de quoi tu parles ?» ai-je demandé. Elle a fini par craquer. « Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de la famille, c'est parce que c'est une serveuse qui a grandi dans un parc de caravanes. » J'ai eu l'impression de prendre un coup de massue. Emma m'a expliqué que nos parents n'arrêtaient pas de râler depuis des mois parce qu'ils étaient gênés que j'ai épousé une fille d'un autre milieu. Ils angoissaient rien qu'à l'idée de ce que les amis du club pourraient se dire, et ils ne voulaient pas de petits-enfants susceptibles d'hériter de ces origines modestes. J'avais la nausée. Toutes leurs histoires de manque de place ou de liste d'invités n'étaient qu'un prétexte pour cacher leur snobisme. Le lendemain, je suis allé directement chez eux, Emma au téléphone en haut-parleur, répétant ses révélations. Ma mère a d'abord tenté de se défiler, mais mon père a fini par reconnaître qu'ils avaient des doutes sur la compatibilité. Ma mère en a rajouté « On voulait juste mieux pour toi qu'une fille qui sert à table ». J'ai explosé, leur balançant qu'ils n'étaient que des snobs pathétiques et qu'ils venaient de perdre leur fils et leur belle-fille. Sarah et moi avons récupéré nos affaires et sommes partis. Depuis 8 mois, plus aucun contact. Emma s'est excusée 1000 fois et vient dîner chez nous régulièrement. Même Jake, mon frère, a fini par comprendre notre éloignement et a pris notre défense. Nos parents, eux, sont restés campés sur leur position. Ils nous ont même envoyé une lettre où ils disaient être prêts à nous pardonner si nous revenions à la raison et que leur porte restait ouverte à une discussion rationnelle. Mais le pire, c'était de voir Sarah douter d'elle-même, se demander ce qu'elle avait bien pu faire de mal, pourquoi ils la détestaient. J'ai dû lui expliquer que tout ça ne venait pas d'elle, mais de leurs préjugés ridicules. Je voulais tirer un trait, mais eux en avaient décidé autrement. Un soir de karaoké à la maison, on frappe à la porte. La police. Nous avons reçu un signalement pour violences conjugales à cette adresse, lance le plus grand des 2 agents. Avant que j'aie pu dire un mot, ils nous font rentrer dans l'appartement. Pendant qu'ils nous questionnent, l'un des policiers fouille le tiroir de la cuisine et s'exclame « Eh bien, regardez ce qu'on a là !» Il exhibe un petit sachet de poudre blanche. « Il semble que votre mère avait raison. » J'ai senti mon sang se glacer. Je suis resté pétrifié tandis que l'agent brandissait le sachet. Sarah s'est accrochée à mon bras, les ongles plantés dans ma peau. L'autre flic s'est approché d'elle, pendant que son collègue levait la preuve comme un trophée. « Gardez bien vos mains en vue », a-t-il ordonné. On a levé les bras, lentement. Mon cerveau tournait à toute allure, à essayer de comprendre comment on en était arrivé là, pendant que la voix de ma mère résonnait dans la bouche de l'agent. Ils nous ont fouillés, confisqué nos téléphones. Sarah répétait qu'on ne résistait pas, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. J'ai gravé dans ma mémoire leur numéro de badge. Agent Chen, matricule 4782, et agent Ramirez, matricule 3196. Des détails qui pourraient y bien peser lourd plus tard. Ils nous ont fait sortir, menottés, sous les regards curieux du voisinage. Madame Chen, d'ordinaire prompte à nous saluer d'un geste amical, avait troqué sa politesse contre son téléphone, filmant la scène sans gêne. D'autres voisins chuchotaient sur le pas de leur porte.
Eux aussi, le portable braqué sur nous. Sarah a lancé quelque chose à l'intention de Madame Chen, mais je n'ai pas saisi. Au commissariat, ils nous ont séparés d'emblée. L'enregistrement avait des airs de cauchemar éveillé. On m'a pris les empreintes, la photo, j'ai patienté sur un banc métallique qui vous glace jusqu'aux os. Lorsque le sergent a consulté mon dossier, il s'est figé. Montgomery, a-t-il prononcé en insistant. La famille du restaurant a déjà appelé pour s'inquiéter. Ils ont bien fait, visiblement. J'ai senti mon estomac se tordre. Tout s'est brusquement éclairé avec un goût amer. Ce n'était pas un concours de circonstances, c'était orchestré. On nous a gardés toute la nuit. Au matin, un avocat commis d'office s'est présenté avant la comparution. Il avait un visage trop familier. « Je suis Bill Patterson », s'est-il présenté en me tendant la main. « Je crois qu'on s'est déjà croisés au club. Il m'arrive de jouer au golf avec ton père. Je l'ai fixé, incrédule. Tu plaisantes. » Il s'est agité, mal à l'aise. « Écoute, on peut peut-être négocier un arrangement. Peine réduite si tu coopères. Ta famille s'est préoccupée. Trouvez-moi quelqu'un d'autre. » Ai-je répondu, froid. « C'est toi qui vois. Mais pour l'instant, tu n'as que moi. » L'audience a été expédiée. Nous avons plaidé non coupable. Le juge a fixé une caution de 50 000 $ chacun, une somme hallucinante pour une histoire de simple possession, mais le procureur a sauté sur l'argument de l'inquiétude de la communauté et du risque de fuite. Bill, lui, n'a quasiment rien tenté pour nous défendre. Emma nous attendait devant le tribunal, soulagée de nous voir libres cet après-midi-là. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé l'argent de la caution via Western Union, histoire que ça n'apparaisse pas sur les relevés bancaires de la famille. Son visage portait les stigmates de l'angoisse. « Papa et maman ne savent pas que je suis là », a-t-elle soufflé en nous serrant contre elle. « Tout ça n'a aucun sens. Je sais que vous êtes innocent. » Le téléphone de Sarah a vibré, un message vocal. Elle est devenue blême en écoutant. Elle m'a passé l'appareil, les mains tremblantes. « Sarah, c'est Tom du restaurant. Je suis désolé, mais on a reçu un signalement anonyme sur la consommation de substances d'un employé. Par mesure de sécurité pour la clientèle, tu es suspendu le temps de l'enquête. On t'enverra ton dernier chèque. » J'ai tout de suite reconnu la formule. Par mesure de sécurité pour la clientèle. La rengaine préférée de ma mère pour critiquer le personnel. Les coups durs se sont enchaînés. La banque nous a appelés pour signaler une activité suspecte la nuit de notre arrestation. Nos comptes ont été bloqués provisoirement le temps de l'enquête. Le hasard n'avait rien à voir là-dedans, tout s'emboîtait trop bien. Nous sommes remontés dans la voiture d'Emma, tous sonnés sans un mot. Arrivés à l'appartement, un avis d'expulsion orange vif était scotché à la porte. Procédure d'expulsion pour activité criminelle sur les lieux. 3 jours pour partir. Sarah s'est effondrée sur le parking, en larmes, son téléphone déjà à la main pour composer de mémoire le numéro de sa mère, qui, selon la boîte vocale, n'était plus attribué. « On peut passer à son église ?» a-t-elle murmuré. « J'ai besoin d'allumer une bougie. Elle aurait voulu qu'on prie ensemble d'abord. » Pendant qu'Emma nous éloignait du tribunal, j'ai aperçu la Mercedes bien connue de mon père sur le parking. Il était là, à nous observer, sans se montrer. Le soir, Melissa, la copine de Jake, nous a retrouvés dans un café. Elle jetait de fréquents coups d'œil anxieux derrière elle avant de s'asseoir. Jake aurait voulu venir, mais elle a marqué une pause, visiblement gênée. Ses parents l'ont menacé de le désavouer complètement s'il vous aide. Il est bouleversé. Il veut que vous sachiez qu'il ne croit pas un mot de tout ça. Pas assez bouleversé pour venir en personne, ai-je lancé, amer. Melissa a grimacé. Vous ne réalisez pas la pression qu'on subit tous. Ils ont été clairs. Quiconque vous soutient est mis à l'index. Il nous fallait un vrai avocat. Mais comme par magie, tous ceux qu'on pouvait payer avaient en soudain un conflit d'intérêts. Toujours la même rengaine. Tes parents les avaient consultés. Juste assez longtemps pour bloquer la défense. 1 heure, c'est suffisant. A même chuchoté une assistante juridique. Je suis désolé, a lâché le garant de la caution. Désolé mais inflexible. Sa fille bossait dans un de nos restos. On ne va pas se retourner contre ceux qui nous font vivre, a-t-il marmonné sans me regarder. La voiture de Sarah a été saisie comme pièce à conviction, alors que les substances avaient, soi-disant, été retrouvées chez nous. 200 $ de frais de garde par jour, ces maigres économies n'y survivraient pas une semaine. Le club de golf, lui, m'a adressé une lettre officielle me bannissant jusqu'à la fin de l'affaire pénale. Il y avait vraiment quelque chose de louche dans la vitesse à laquelle tout s'écroulait. Que la police arrive pile pendant la soirée karaoké, c'est franchement pratique, non? Que des preuves tombent juste après la lettre prônant une discussion rationnelle de mes parents, ça ne pouvait pas être un hasard. En quelques heures, 3 de mes clients freelance ont résilié leur contrat, prétextant des clauses de moralité auxquelles je n'avais jamais prêté attention. Puis j'ai reçu un message de ma mère. Tout cela pourrait s'arrêter si tu reviens à la raison. Sarah pourrait refaire sa vie ailleurs avec 50 000 $. Je suis resté bouche bée. Un chantage. Ni plus ni moins. Ma mère essayait littéralement d'acheter ma femme. Évidemment, la presse locale s'est emparée du scandale. Arrestation pour stupéfiants, l'empire Montgomery secoué. Ils avaient déjà déterré des détails sur le passé de Sarah, son enfance dans un mobil-home largement étalé dans les articles. On aurait cru lire les commérages de ma mère. Le lendemain, Emma a appelé, paniquée. Les services sociaux sont venus chez moi. Quelqu'un m'a dénoncé pour avoir exposé mes enfants à des consommateurs de drogue. Ils savaient que j'avais payé votre caution. Mais comment? La surveillance est alors devenue flagrante. La même berline bleue nous suivait partout. Supermarché, tribunal, chez Emma, un détective privé qui ne cherchait même pas à se cacher. J'ai découvert que notre espace de stockage en ligne avait été consulté depuis une adresse IP toute proche de chez mes parents. Nos photos privées, y compris celles du mariage avec la famille de Sarah, avaient été téléchargées. Certaines étaient déjà étiquetées « preuves » dans les métadonnées. Le père de Sarah nous a appelés depuis sa réunion des alcooliques anonymes, la voix tremblante.
L'avocat de ta belle-mère m'a contacté. Il m'a offert 50 000 $ pour que je signe une déclaration sur ton passé difficile. Je l'ai envoyé promener, mais je tenais à ce que tu sois au courant. On a vu une avocate commise d'office qui n'a pas cherché à nous rassurer, sans témoin pour prouver qu'il y a eu manipulation des preuves. Ce serait simplement notre parole contre celle de la police. Le système part du principe que les flics sont de bonne foi. Tes parents ont transformé leur fortune en armes, a-t-elle constaté. C'est une guerre de moyens. Elle n'exagérait pas. Tous nos soutiens étaient soigneusement neutralisés. À chaque fois qu'on tentait de se défendre, on se retrouvait face à un mur. Nous étions étranglés financièrement, alors que la machine judiciaire suivait son rythme implacable. Les horaires de travail de Sarah changeaient miraculeusement à chaque convocation juridique, comme par hasard. Sa responsable jurait la main sur le cœur que c'était l'algorithme qui gérait le planning, mais Sarah n'avait jamais eu le moindre conflit auparavant. Petit à petit, ses collègues se sont éloignés, surtout après que le patron ait reçu une plainte des services sanitaires au sujet du personnel. Les heures de tout le monde ont été coupées. On ne peut pas tous finir à la porte, a lancé froidement une mère célibataire à Sarah. Pense un peu aux autres. Les épouses du club de golf ont lancé une pétition contre les maisons à problème qui risqueraient de faire baisser la valeur du quartier, en citant notre adresse noir sur blanc. Des tracts ont vite recouvert toutes les portes de l'immeuble. Mon vieux copain Marcus, aujourd'hui assistant juridique, a pris des risques insensés en acceptant de me voir en cachette. Il m'a montré des documents prouvant que mes parents avaient engagé un expert en sélection de jurés 3 mois avant qu'on ne soit arrêté. Tout était ficelé dans les moindres détails, souffla-t-il, nerveux. Ils préparaient leur coup depuis des mois. J'ai encaissé la nouvelle comme un coup de poing. 3 mois de manigance, alors qu'on vivait tranquillement, mes parents orchestrèrent notre chute dans l'ombre. Marcus a fait glisser devant moi un autre papier, une facture montrant un paiement à une agence de gestion de réputation, datée de 2 semaines avant notre arrestation. J'ai pris des photos de tout ça avec l'appareil jetable acheté en liquide. Le lendemain, ma mère a débarqué au restaurant de Sarah, exigeant d'être servie par elle, entourée de ses amis du club de lecture, bien installés en banquette. Sarah n'avait pas le choix, elle a servi, imperturbable en apparence, même en versant l'eau. Pendant tout le repas, ma mère a parlé si fort du danger pour la famille des chercheurs d'or que tout le restaurant a dû l'entendre. Au moment de régler, elle n'a laissé aucun pourboire. À la place, elle avait écrit cocaïne sur la table avec des sachets de sucre. Sarah a tout nettoyé sans broncher, mais j'ai vu ses mains trembler en jetant les sachets à la poubelle. La guerre psychologique montait d'un cran. Mes parents ont fait un don de 100 000 $ à l'hôpital où Catherine, la meilleure amie de Sarah, était infirmière. Quelques jours plus tard, Catherine a appelé Sarah en pleurs. La direction de l'hôpital a été très claire. Si je témoigne pour toi, ce sera vu comme un conflit d'intérêts. Impossible de mettre en péril son poste alors qu'elle élève 3 enfants seuls. Puis le coup le plus bas est tombé. L'ex de Sarah, Nathan, a été nommé du jour au lendemain directeur adjoint du restaurant familial. Il a posté d'anciennes photos d'eux sur les réseaux sociaux, sous-entendant que leur histoire n'était jamais vraiment terminée. Certaines flammes ne s'éteignent jamais, disait une légende accompagnant un cliché d'eux à un concert. Même la prof de maintien de Sarah s'y est mise en lui réclamant des sommes soi-disant impayées, alors que Sarah pouvait prouver chaque règlement. La lettre était menaçante, prête à saisir le tribunal, et se terminait par un mot griffonné. Votre belle-mère m'a conseillé de revoir ma comptabilité. Un soir, notre petit voisin, 10 ans à peine, a frappé à la porte pour demander s'il restait des biscuits. Tandis que Sarah allait lui en chercher, il a glissé d'un ton naïf qu'une grand-mère très généreuse lui avait donné 20 $ pour surveiller s'il n'y avait pas de dealer qui traînait chez nous. L'innocence avec laquelle il l'a dit rendait le truc encore plus odieux. Notre audience a été reportée, pile au moment où la fille du procureur obtenait une bourse inespérée dans le lycée privé le plus coté, alors qu'elle était en liste d'attente. Trop beau pour être une coïncidence. Marcus a pris tous les risques pour me retrouver à un dîner en dehors de la ville. Il avait de nouvelles preuves. Mes parents avaient recruté un consultant en jury 3 mois avant l'arrestation, un spécialiste des litiges familiaux les plus durs. Tout était réglé au millimètre, a expliqué Marcus en me passant des copies de documents. Ils construisent leur histoire, tout est archivé. Ils ont même prévu la communication dans les médias. La moindre contrainte devenait une arme contre nous. Chaque rendez-vous chez l'avocat tombait pendant les heures de Sarah, jamais interchangeable. Son manager répétait que tout était automatisé, sauf que ces problèmes n'existaient pas avant. La pression sur l'équipe était montée. Après la plainte auprès de la DDASS, les heures de chacun avaient fondu. Mère célibataire, étudiant, serveur fidèle depuis des années. Tout le monde était pénalisé à cause de nous. Une collègue a fini par coincer Sarah à la pause. On ne va pas tous perdre notre boulot pour tes histoires. Tu pourrais te mettre à la place des autres. Mes parents, eux, se sont pointés à la réunion des AA du père de Sarah, bras chargés de brochures sur la tolérance envers les frasques des enfants adultes. Ils n'ont pas ouvert la bouche, mais leur seule présence suffisait à mettre la pression. Après, il nous a appelés, secoués par la colère et l'angoisse. J'ai liquidé mon épargne retraite pour payer les avocats. Quelques jours plus tard, mes parents saisissèrent le tribunal pour prouver, selon eux, que mon incapacité à gérer mes finances démontrait notre inaptitude. Même pas capable de tenir son compte, affirmait la requête. Les femmes du country club ont redoublé d'ardeur. Leur pétition contre les logements pour toxicomanes a récolté des centaines de signatures. Notre adresse s'étalait en jaune sur tous les tracts placardés dans le quartier. Mélissa, la copine de Jake, m'a donné rendez-vous en cachette dans un parc, avec un enregistrement capté pendant un dîner de famille. Les voix de mes parents étaient parfaitement audibles. Il faut sauver notre fils de cette fille de la classe ouvrière avant qu'elle ne lui fasse des enfants. Pense à la lignée de tes futurs petits-enfants. Pour échapper à cette atmosphère toxique, Sarah a postulé ailleurs, mais toutes ses demandes ont été recalées dès que sa procédure judiciaire a été découverte. Un responsable, au moins, a eu l'honnêteté de lui dire « Les Montgomery ont beaucoup de poids dans cette ville. Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. »
Mon ancien colocataire de la fac, aujourd'hui au parquet, m'a discrètement parlé après la première audience, l'air nerveux, surveillant les alentours à chaque phrase. Tes parents ont versé de grosses sommes à la campagne du procureur. On me demande de faire en sorte que le dossier tienne. On se sentait broyé par tout ça. On gardait la moindre trace, comme des maniaques, tout en étant fliqués, jugés et mis sous pression financièrement par une communauté tout entière liguée contre nous. Emma, par son courage, nous a offert la première vraie avancée. Au cours d'un dîner, elle a remarqué que notre mère était partie chercher du vin, laissant son portable sur la table. En vitesse, Emma a pris des captures d'écran des messages, les mains tremblantes. Soudain, un message l'a fait sursauter, envoyé à un contact baptisé « Contrôle de bien-être ». Demain soir, 20h. Faites en sorte que ça paraisse normal. Le message datait d'à peine 30 minutes avant notre arrestation. Emma s'est tout envoyé, puis a soigneusement effacé ses traces. Elle nous a retrouvés le soir même, livide et tremblante. Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé jusque-là. Je savais qu'il pouvait être cruel, mais là... Le lendemain, Jonathan, un collègue de Sarah, est passé nous voir avec des images des caméras de surveillance du parking du restaurant. On y voyait ma mère discuter plusieurs minutes avec un type louche la veille de notre arrestation, puis lui remettre quelque chose. Avec l'aide des contacts de Marcus, on a identifié l'homme, l'ancien jardinier du country club, viré pour vol il y a des années. Les poursuites avaient mystérieusement été abandonnées après ce que les dossiers appelaient une intervention des Montgomery. Jake a fini par me contacter, demandant à me voir dans un café paumé. Il avait triste mine, des cernes jusqu'aux joues, la main qui tremblait quand il m'a expliqué que nos parents voulaient qu'il jure sous serment qu'on avait consommé des substances à son anniversaire. « Je ne t'ai jamais vu boire une bière », m'a-t-il lâché, abattu. Ils veulent que je mente devant le tribunal. J'ai saisi ma chance. Tu accepterais de porter un micro? Jake est devenu blanc comme un linge, puis a acquiescé, la mâchoire crispée. Je ne peux pas les regarder vous détruire plus longtemps. Sarah ne mérite pas ça. Lors du dîner de famille suivant, Jake a tout enregistré. Nos parents lui soufflaient dans son futur témoignage, rectifiant chaque détail pour le rendre crédible. Notre mère était catégorique. N'oublie pas, tu les as vus tous les deux agir bizarrement, les pupilles dilatées, un comportement incohérent. J'ai aussi découvert que les dons de charité de mon père au syndicat de police avaient explosé, 5 fois plus élevés dans les mois précédant notre arrestation. Les preuves écrites étaient écrasantes, mais prouver le lien allait être un casse-tête. La famille Montgomery fait de vouloir être à la hauteur des voisins un sport de compétition, avec comme seule discipline celle de pourrir la vie de son propre fils. Même les sachets de sucre y passent, parce que rien ne crie autant parents aimants que déplaient des insultes avec des condiments au resto. En fouillant à la bibliothèque, Sarah a mis la main sur un schéma. 3 autres employés de restaurant avaient, ces 5 dernières années, reçu des dénonciations anonymes semblables, tous en couple avec des gens d'une classe sociale plus élevée. Les affaires étaient systématiquement classées une fois les couples séparés. Le chef, protégé par son syndicat, a fini par briser le silence. Il a confirmé que nos parents s'étaient vantés d'avoir réglé le problème Sarah lors d'une réunion du personnel. Il était resté muet par peur de représailles, mais avait enregistré l'échange. Je sentais bien que c'était pas normal, a-t-il reconnu en nous faisant écouter l'enregistrement. Mon père, il en sait. Parfois, il faut protéger ses enfants de leur propre choix. L'avocate commise d'office de Sarah a brusquement été remplacée par un ténor du barreau hors de prix qui insistait pour qu'elle plaide coupable. On l'a aussitôt évincé le jour où il a admis « Votre famille m'a engagé pour vous aider à raisonner ». On a décidé d'assurer seule notre défense, passant nos journées à la bibliothèque de droit et nos nuits sur YouTube à décortiquer la procédure pénale. Le juge a tenté de nous dissuader de cette folie, mais on n'avait pas d'autre option. Ma mère a préparé un nouvel affront. Elle a débarqué au restaurant de Sarah avec tout son club de lecture, en plein coup de feu, exigeant d'être servie par elle. Elles ont multiplié les demandes spéciales, les commandes compliquées, enchaînant les récriminations. Ma mère rayonnait, tout sourire, alors qu'elle menait la vie dure à Sarah pendant 2 heures. Je voulais juste vous prouver qu'il n'y a aucune rancune, a-t-elle lancé bien fort avant de partir. J'ai trouvé un précédent juridique sur les fausses dénonciations à la police et déposé une plainte à l'IGPN. L'agent qui a pris ma déposition a soufflé. Les flics détestent enquêter sur leurs collègues, mais ils tolèrent encore moins de se faire manipuler par les riches. Le mariage d'Emma n'a pas tenu sous la pression. Son mari lui a posé un ultimatum. Tes parents ou nous, choisis. Emma nous a choisis. Le lendemain, elle a perdu l'accès au fonds en fiducie familiale. Je préfère tout perdre et garder la conscience tranquille, m'a-t-elle dit les larmes aux yeux. Nos parents ont aussitôt redoublé d'efforts, réfléchissant à leur prochain coup. Ils ont contacté l'employeur de Sarah, inventant que le restaurant couvrait un trafic de drogue. Tout l'établissement a subi un contrôle des licences. La collègue mère célibataire de Sarah a perdu son logement quand ses heures ont été réduites à 0. Son message sur les réseaux sociaux a fait le tour de la ville. Ces histoires de riches m'ont coûté mon toit. Les commentaires se sont vite transformés en champs de bataille, chacun choisissant son camp. Un soir, Sarah a craqué et écrit une lettre dans laquelle elle proposait de partir si ça pouvait arranger tout le monde. Je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, un stylo à la main, les larmes coulant sur la feuille. Sans même lire ce qu'elle avait écrit, j'ai déchiré la lettre. Le lendemain, j'ai coupé tout contact avec mes amis d'enfance. Au club de golf, je me suis levé au beau milieu du déjeuner et j'ai déclaré à voix haute que je connaissais toutes les histoires des parents, leurs dettes cachées, leurs petits scandales. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être jugé, ai-je lancé, pendant que la sécurité s'approchait. L'explosion était inévitable à la fête d'anniversaire de mariage de mes parents. Je me suis présenté sans invitation, traversant la foule de leurs amis bien placés. Avant que la sécurité n'ait le temps d'intervenir, j'ai sorti mon téléphone et lu à voix haute leur message.
Un silence de plomb s'est abattu sur la salle, tandis que je dévoilais des pots de vin, de faux témoignages, des preuves falsifiées. On m'a mis dehors, mais le mal était fait. Plusieurs invités avaient filmé la scène sur leur téléphone. Quelqu'un a monté la vidéo en coupant tout le contexte, ne montrant que moi, l'air instable. Rapidement, la vidéo a fait le tour du web sous le titre « Un drogué fait irruption à la fête de ses parents ». La version complète existait, mais personne n'a voulu la publier. Le juge saisi de notre affaire a reçu la même semaine un don anonyme pour l'association de sa femme. Pure coïncidence, a-t-il réagi quand on lui en a parlé. Emma a enregistré un appel où nos parents avouaient leur pire angoisse. La voix de ma mère, alourdie par l'alcool, disait « Tu te rends compte ? Notre petit-fils risque de ne pas pouvoir entrer au club grâce à l'héritage familial à cause de ce mélange. » Dans une autre confession arrosée, elle avait lâché « Tu sais ce qu'ils ont dit quand tu l'as épousé, que notre lignée était salie, salie. » J'ai menacé de tout révéler sur le détournement de fonds de mon père à la boîte si on ne nous lâchait pas. Il a tenté de me déstabiliser, sachant très bien que j'avais hérité de sa ténacité. On se ressemblait plus que je ne voulais l'admettre. Finalement, l'ex de Sarah, Nathan, s'est manifesté avec des messages à l'appui. Mes parents lui avaient proposé 30 000 $ pour qu'il la récupère. Il a témoigné honnêtement, mais leur avocat a réussi à le faire passer pour un ex jaloux. La vérité avait des allures de mensonge. Mes parents ont même réclamé un droit de visite pour des petits-enfants qui n'existaient pas encore, prétextant que nous allions leur offrir un environnement toxique. L'audace était sans limite. Toute notre défense reposait sur la preuve des fausses accusations. Le jardinier était notre seul témoin direct du complot. Mais quand on l'a retrouvé, il nous a expliqué, penaud mais déterminé, « Ma fille a besoin d'une opération. Un bienfaiteur anonyme prend tout en charge. Je ne peux pas témoigner contre vos parents, j'espère que vous comprendrez. » Au restaurant, le personnel s'est scindé en deux camps. Ceux qui soutenaient Sarah risquèrent de voir leurs heures rabotées, ceux qui restaient silencieux étaient récompensés. On étouffait. L'ambiance était devenue irrespirable. Notre avocate, commise d'office, a posé la situation sans détour. Sans témoin direct, prouver un coup monté est quasiment mission impossible. Le système part du principe que la police est de bonne foi. J'ai contacté toutes les relations politiques de mes parents, chacun s'est défaussé en affirmant ne rien pouvoir faire. L'assistant d'un sénateur a simplement murmuré « Ton père nous tient tous ». Finalement, un contact m'a glissé un numéro de téléphone prépayé. J'y ai trouvé un consultant en sécurité, spécialiste des situations qui doivent rester discrètes. On s'est retrouvés dans un parking souterrain. Il m'a appris que mes parents l'avaient engagé pour enquêter sur Sarah avant notre mariage et m'a remis le rapport commandé. Les documents prouvaient que mes parents savaient parfaitement que Sarah était irréprochable, bosseuse et loyale. Ils espéraient trouver de quoi nuire à sa réputation, mais étaient tombés sur une perle, ce qui les avait déçus. Ils étaient déçus qu'elle soit quelqu'un de bien, a-t-il résumé. Le consultant a accepté de témoigner en échange d'une immunité pour harcèlement. Grâce à lui, on a pu mesurer l'ampleur de la surveillance. Des photos de Sarah sur la tombe de sa mère, à l'église, en train d'aider de vieux voisins à porter leurs courses. Un dossier qui dressait le portrait d'une femme honnête, que mes parents avaient pourtant décidé d'anéantir. J'ai compris alors que leur haine n'avait rien à voir avec de la protection, mais relevait du contrôle et de l'image. Plutôt tout détruire que d'admettre s'être trompé sur Sarah. On s'est donc équipé de micros pour le dîner de Thanksgiving. Pendant des jours, on a répété comment garder notre calme devant les insultes, comment ne pas se laisser déstabiliser. Les mains de Sarah tremblaient pendant qu'elle fixait le micro sous ma chemise. Le dîner a démarré sous des airs de fausse cordialité. Ma mère complimentait la robe de Sarah pendant que mon père servait le vin avec un cérémonial ridicule. Mais après la deuxième bouteille, leurs masques ont fini par tomber. Ils ont tout avoué, persuadés que personne ne pouvait les entendre. La voix de ma mère est devenue acide en racontant comment elle avait organisé l'arrestation. Mon père s'est moqué du jardinier complice. Puis, le pire est sorti. Il l'avait déjà fait auparavant. Comme pour cette secrétaire avec qui ton père avait eu une aventure, a bredouillé ma mère. Elle croyait pouvoir nous faire chanter. On lui a montré ce qui arrive quand on s'en prend au Montgomery. Mon père a compris qu'on enregistrait la discussion quand il m'a pris dans ses bras pour me dire au revoir, sa main tombant sur le micro. Il a tenté de le saisir, pendant que ma mère, affolée, appelait leur avocat. Sarah avait déjà sorti son téléphone et tout filmé sous plusieurs angles. « Espèce d'ingrat !» a hurlé mon père, mais l'agression sautait aux yeux. Ils ont essayé de faire croire à la police qu'ils s'étaient défendus contre des intrus, mais Emma avait gardé le texto qui nous invitait au dîner. Les deux camps se sont préparés à l'affrontement pénal. Mes parents ont embauché une armée d'avocats, tandis que de notre côté, notre avocate commise d'office, complètement débordée mais sincère, croyait en nous. 6 mois plus tard, la salle d'audience était pleine à craquer. Les membres du country club prenaient place derrière mes parents, tandis que les collègues de Sarah débordaient jusque dans le couloir. Dans cette salle lambrissée de chaînes, on aurait dit que 2 Amériques se faisaient face. Mes parents firent leur entrée, vêtus de tenues parfaitement coordonnées, escortés par leurs conseillers en communication. Sarah avait choisi la même robe épurée que le jour de notre mariage civil, 3 ans plus tôt, un contraste volontaire qui frappait tous les regards. Le procureur déroulait ses preuves avec une rigueur implacable, tandis que la défense s'efforçait d'instiller le doute en évoquant une simple querelle familiale montée en épingle. On nous présentait comme des enfants ingrats, tentant de soutirer de l'argent à des parents prospères. Mais tout changea lorsque le jardinier fut appelé à témoigner. Son courage céda dès qu'on lui montra les factures médicales de sa fille. Malgré l'argent reçu, il avoua avoir obéi aux ordres de mes parents pour placer les substances. « Je ne peux pas mentir devant Dieu dans ce tribunal », lâcha-t-il d'une voix brisée. « Ils m'ont payé pour ruiner la vie de ces jeunes. Je le regrette. » Le juge ordonna aussitôt l'ouverture d'une enquête sur la corruption au sein de la police. Les officiers Chan et Ramirez furent suspendus dans l'attente de la suite.
Le consultant en sécurité vint ensuite, présentant des factures d'enquête prénuptiales. On m'a demandé de trouver des délits imaginaires, expliqua-t-il. Comme je n'en trouvais pas, ils ont préféré les inventer. Un véritable acharnement économique contre les couples jugés indésirables se dessinait. 3 autres familles racontèrent ensuite des histoires similaires, liées à des différences de milieu social, toutes conclues par des dénonciations anonymes et des procédures judiciaires mystérieusement abandonnées après des séparations. Ma mère finit par perdre tout contrôle au tribunal. Poussée dans ses retranchements, elle hurla vouloir préserver leur lignée de la contamination des gens du voyage. Le jury en resta interdit. Après 3 jours de délibération, le procureur proposa un accord à mes parents pour éviter le scandale d'un procès public qui aurait définitivement ruiné leur nom. Lors du verdict, Sarah prit la parole pour évoquer la spirale des préjugés. Elle parla de son enfance modeste mais digne, de sa mère qui lui avait appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Elle exprima même de la compassion envers mes parents. « La prison ne les guérira pas, mais peut-être que la responsabilité, oui, dit-elle. Il reste de ses parents, malgré tout. Mes parents écopèrent de 2 ans de mise à l'épreuve, de 500 heures de travaux d'intérêt général dans un centre pour sans-abri, et d'un suivi psychologique imposé pour ce que le juge qualifia de délires classistes nuisibles à la société. Le country club leur retira discrètement leur adhésion. La moitié de la ville soutenait les Montgomery, jugeant la sanction excessive. L'autre moitié prit ses distances, se remémorant soudain leurs propres griefs contre l'arrogance de notre famille. Nous avons lancé une cagnotte en ligne pour aider les salariés impactés par le scandale. En 1 semaine, elle atteignit 200 000 €. Les dons étaient accompagnés de messages d'encouragement, souvent de la part d'anciens ouvriers ayant connu les mêmes discriminations. Les travailleurs se soutiennent entre eux, souffla Sarah, émue aux larmes en lisant les commentaires. La chaîne de restaurants familiale subit des boycotts et fut la cible de plaintes pour discrimination émanant d'anciens employés. Mes parents furent contraints de vendre plusieurs établissements pour payer les frais de justice. Leur empire, bâti par le labeur de ma grand-mère, s'effondra sous le poids de leurs préjugés. 18 mois après l'arrestation, nos vies avaient repris un tout autre chemin. Je dirigeais désormais un restaurant racheté lors de la faillite familiale, où j'instaurais des salaires équitables et le respect de chacun. Sarah termina son diplôme d'infirmière, financé par la générosité de ceux qui croyaient aux secondes chances. Emma venait nous voir chaque mois, malgré l'interdiction de nos parents. Son divorce était prononcé, mais elle disait que l'intégrité valait bien plus que le confort matériel. Elle était devenue enseignante, elle avait perdu l'accès à la fortune familiale, mais gagnait tellement plus. Jake reconstruisait peu à peu notre lien, loin de l'emprise parentale. Il avait témoigné sans détour au procès, rendant publics les enregistrements où nos parents lui ordonnèrent de mentir. Cela lui avait coûté son héritage, mais rendu sa dignité. Nos parents suivaient désormais la thérapie imposée par la justice et commençaient enfin à affronter leurs préjugés. Mon père m'écrivit une lettre, reconnaissant qu'il s'était sans doute trompé en pensant que la lignée surpassait le caractère. C'était un début. Ce jour de Thanksgiving, notre petit appartement débordait de notre famille de cœur. Le père de Sarah, sobre depuis 18 mois, découpait la dinde. Les enfants d'Emma jouaient avec ceux de 3 salariés du restaurant licencié pendant la tempête. Nous avions tous souffert de la guerre menée par mes parents, mais nous avions trouvé mieux dans les ruines. Sarah posa la photo de sa mère sur la cheminée, à côté d'une bougie. Nous n'étions plus riches au sens traditionnel, mais autour de cette table animée, en écoutant les rires se mêler aux récits de nos combats, j'ai compris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent ou le prestige. C'est choisir l'amour plutôt que la peur, la solidarité plutôt que la conformité, et savoir que c'est le caractère, pas la lignée, qui fait la valeur d'une personne. Mes parents ont tout perdu à vouloir protéger leur héritage, tandis que nous avons tout gagné en tournant la page. Ce petit appartement exigu abritait bien plus de bonheur authentique que leur villa luxueuse n'en avait jamais connu. Abonnez-vous pour plus de contenu et pensez à liker la vidéo, ça nous aide énormément.